Une aiguille, un murmure et une vérité mortelle cousue dans le silence. Bienvenue sur Détective Éternel, je suis votre hôte Aloy. Faites-moi savoir d'où vous venez, cette communauté se nourrit de votre voix. Vos commentaires donnent vie à ces mystères. Plongeons dans l'aventure. Cet après-midi-là, le soleil était d'une douceur dorée à Saint-Maudouin, comme s'il avait lui aussi reçu une invitation en bonne et due forme à la garde-en-partie annuelle de Madame Venetia Whitstable. Les haies étaient taillées avec une précision militaire, le gâteau au citron était léger comme l'air, et le parfum des roses fraîches se mêlait aux notes plus acidulées du kérès et de la spéculation. C'était le genre de journée, comme le dira plus tard le révérend Partridge, qui laissait croire que l'Angleterre était encore le nombril du monde. Miss Jane Marple était discrètement assise sous un parasol rayé près du terrain de croquet, les mains occupées à reprendre un petit morceau de tissu qu'elle insistait pour n'apporter que pour le cas où la situation deviendrait monotone, ce qui, bien sûr, n'arrivait jamais en présence de monde. Ses 12 yeux bleus scrutaient l'assemblée avec une douce curiosité. Pour un œil non averti, elle semblait préoccupée par un accroc à une paire de bas. En vérité, elle remarquait la tension particulière dans le sourire de Venetia lorsqu'elle salua son cousin Maurice, la façon dont la jeune Lily Robotham serrait trop fort son verre de vin en regardant son fiancé parler à une autre fille. Le silence bref, mais profond avant que la femme du pasteur ne réponde à une question sur son récent voyage dans le Devon. Autour d'elle, le bavardage coulait comme des tasses de thé remplies et vidées avec une précision rituelle. Quelle merveilleuse participation cette année! S'est exclamée Madame Harding, la femme du boucher. Venetia s'est vraiment surpassée. Elle a de l'expérience, renifla Miss Clegg, qui enseignait le piano et n'avait pas de temps à perdre avec les femmes qui recevaient plutôt que de gagner leur vie. De l'autre côté de la pelouse, le colonel Archibald Chudleigh hurlait qu'on lui apporte de la glace, les joues déjà roses de fierté et de Porto. La famille Whitstable, ancien propriétaire terrien de la région, avait depuis longtemps fait fortune dans le transport maritime, même si les bateaux avaient pour la plupart cédé la place à des portefeuilles d'actions et à un déclin silencieux. La garde-en-partie atteignit son apogée peu après 16 heures, lorsque le soleil commença à faiblir et que les gâteaux diminuèrent. Venetia se tenait près de la tonnelle de rose, riant un peu trop fort avec Maurice, le cousin de son défunt mari et unique héritier du domaine de Whitstable, si l'on en croit les rumeurs locales. Jeune homme, avec une montre de luxe et un sourire forcé, Maurice revenait chaque été de Londres, sans jamais y rester longtemps. Puis vint le cri. Ce n'était pas un de ces petits cris de village aigus et théâtraux, comme lorsque Madame Crabtree trouva une souris dans son garde-manger. Non, celui-ci était bas et rauque, comme arraché de la gorge. Les têtes se tournèrent. Le pasteur laissa tomber son scone. Quelqu'un renversa de la limonade. C'était Lily Robotham, pâle comme du papier et pointant vers les arbustes au-delà de la terrasse. C'est lui. C'est Monsieur Allerton. Je crois qu'il... Les gens se précipitèrent vers lui, mêlés d'horreur et de curiosité. Là, gisant face contre terre sur le chemin de gravier, juste derrière la haie de buis, se trouvait la silhouette de maître Julian Allerton, l'avocat de Venetia. Sa cravate était froissée. Son chapeau gisait à quelques mètres. Et, dépassant de son cou, d'une délicatesse presque absurde, se trouvait une aiguille à repriser en argent étincelant. Miss Marple plia soigneusement son travail dans son sac à main et se leva, comme si la fête avait simplement pris une tournure plutôt curieuse. Lorsque l'agent Grigg arriva, transpirant à travers son uniforme et regrettant visiblement la part supplémentaire de tarte Backwell qu'il avait acceptée plus tôt, la fête s'était dissipée en un cercle serré de chuchotements, de tasses à moitié abandonnées et de regards inquiets. Le corps de Julian Allerton demeurait intact, respectueusement entouré de chaises de jardin et d'une nappe que quelqu'un avait eu la présence d'esprit de retirer de la table à tréteaux. C'est Madame Whitstable elle-même qui salua le gendarme en premier, la bouche serrée et la voix tremblante de cette manière contrôlée dont les dames de la classe moyenne supérieure font preuve face à un désastre social. « Oh, Grigg, dit-elle en agitant la main. « Dieu merci. C'est Monsieur Allerton, notre avocat. Il se promenait simplement, et maintenant, eh bien, vous pouvez voir. » Grigg hocha gravement la tête, ôtant son casque avec une raideur qu'il espérait passer pour de la solennité. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix qui avait autrefois suffi à appeler les numéros du bingo à la salle paroissiale, je dois demander à chacun de rester ici jusqu'à nouvel ordre.
J'ai déjà appelé le docteur Hélico et envoyé le jeune Martin chercher l'inspecteur Craddock à Mush Benham. Un murmure parcourut les invités restants. Certains s'assirent de nouveau, mal à l'aise, sur des chaises en osier, d'autres se tenaient debout, la voix basse mais fervente. Jamais entendu parler d'une chose pareille à une garde en partie, marmonna le colonel Chudleigh, qui avait connu bien des fusils à son époque, mais qui semblait visiblement perturbé à la vue d'une aiguille à coudre plantée dans le cou d'un homme. L'arme du lâche, à mon avis. Sur moi. C'est étrange, dit mademoiselle Clegg, qui composait déjà mentalement la lettre qu'elle écrirait à sa sœur à Exeter. Une aiguille à repriser? Quel genre de personne en porte une? Miss Marple, de nouveau assise, son tricot intact à côté d'elle, écoutait attentivement. Les nuances des réactions étaient toujours très révélatrices. L'instinct du colonel à blâmer l'arme plutôt que le porteur, l'obsession du professeur de piano pour les détails domestiques, la façon dont le regard de Venetia semblait ne jamais se reposer jetant un coup d'œil au corps, à Maurice, à la foule rassemblée comme pour évaluer chaque personne. Maurice Whitstable se tenait debout, les bras croisés, le visage impassible. S'il était choqué, il ne trahissait rien. Il s'était agenouillé plutôt sur les lieux jusqu'à ce que Grigg lui fasse signe de reculer. Il restait maintenant planté près de la tonnelle de rosier, parlant peu, observant beaucoup. C'était un homme odieux, murmura Madame Harding à son mari, pensant que personne ne l'écoutait. Il était toujours à la recherche du fonds fiduciaire, n'est-ce pas? Venetia avait du mal à le supporter, d'après ce que j'ai entendu. Il était discret, murmura la femme du vicaire, avec une pointe subtile qui trahissait plus que de la piété. Et il ne regardait jamais personne dans les yeux. Avez-vous remarqué? Miss Marple? Oui. En fait, elle se souvenait clairement que M. Allerton avait toujours semblé regarder juste au-delà de l'oreille de ses interlocuteurs lorsqu'il leur parlait, comme si la conversation était un détail technique et non un plaisir. Et pourtant, il était efficace. À qui l'on confiait les Vieux Testaments, les litiges fonciers et les legs villageois. Il connaissait les secrets de la plupart des personnes présentes, qu'elles le veuillent ou non. Le crissement du gravier sous les pneus des vélos annonça l'arrivée du docteur Hélico. C'était un homme grand et mince, à la barbe professorale, qui aimait les longs mots latins, là où les mots courts suffisaient. Il mit pied à terre avec l'empressement de quelqu'un qui a l'habitude d'annoncer la mort le premier. Miss Marple le regarda s'accroupir à côté du corps avec un soupir théâtral. Pas de peau. Rigidité déjà présente. L'aiguille semble avoir pénétré le triangle carotidien. L'artère a probablement été perforée, la mort aurait été quasi instantanée. Une aiguille? Hélico leva les yeux vers Grigg. Tu veux dire que quelqu'un l'a piqué avec une aiguille à coudre? Grigg fit un geste maladroit. On dirait, docteur, un de ces petits modèles argentés, aussi pointus que possible. Eh bien, c'est chirurgical, en fait. Il faudrait savoir ce qu'on fait, ou avoir beaucoup de chance. Tandis que les deux hommes discutaient, Venetia était assise, raide, sur le banc en fer forgé près des buissons de lavande, les mains gantées croisées sur ses genoux. Miss Marple remarqua qu'elle n'avait pas encore retiré ses gants, chose curieuse, par un après-midi chaud et en proie à la détresse. Ou peut-être pas si curieuse que ça. En face d'elle, Lily Robotham avait pris place sur l'herbe, le visage pâle et marbré de larmes. Le jeune monsieur Edward Lynch, son fiancé et assistant du pharmacien du village, était accroupi à ses côtés, lui offrant du thé et du réconfort à doses inconsidérées. Julien allait nous aider, murmura Lily. Pour le permis? Pour le chalet. Il a dit qu'il s'en occuperait. Édouard avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne savait pas s'il s'agissait de chagrin ou de culpabilité. Ne t'inquiète pas pour ça, Lily. Tout ira bien. Mais si ce n'était pas pour moi, si je n'avais pas... Chut, dit Édouard, sans vraiment réussir. Miss Marple était assise, immobile comme un roitelet sur un muret de jardin. Tout commençait à se dévoiler. Non pas le meurtre pas encore, mais les formes des relations qui entouraient le village, les lignes fragiles de l'amour et du ressentiment, de la confiance et de la trahison. Elle se tourna vers Madame Clegg, qui s'était approchée sous prétexte de récupérer un sac à main oublié. « Pauvre monsieur Allerton », dit Miss Marple d'une voix douce. « Quel homme soigné. J'ai toujours trouvé qu'il ressemblait à quelqu'un qui repasse ses chaussettes lui-même. » Madame Clegg eut un rire nerveux. « Oh, il était particulier, oui, mais intelligent. J'ai entendu dire qu'il prenait des notes sur tous ses clients. Venetia a dit un jour qu'il était comme un écureuil,
toujours en train de faire des provisions pour l'hiver. Vraiment? Demanda Miss Marple Dousmith. Je suppose qu'elle devait lui faire confiance, alors. Eh bien, Madame Clegg jeta un coup d'œil autour d'elle. Elle n'avait pas le choix, n'est-ce pas? Depuis le décès de son défunt mari, Allerton a toute autorité sur la succession. Ce genre de choses crée des tensions, vous savez. Même la famille se complique quand il y a de l'argent en jeu. Je suppose que oui, dit Miss Marple, regardant Maurice allumer une cigarette avec une précision mécanique. L'inspecteur Craddock arriva juste au moment où le ciel commençait à s'obscurcir dans cette douce pénombre qui rendait même la tragédie poliment atténuée. C'était un homme corpulent, au regard perçant et aux sourcils marqués. Après avoir entendu les faits de Grieg et Hélico, il prit immédiatement le commandement. « Bien, personne ne quitte le domaine. Nous parlerons à chacun d'entre vous, un par un. » Il se tourna vers Venetia. « Madame Whitstable, il s'appose. Je vais commencer par vous. » Venetia se leva. Sa voix était ferme, mais son regard trahissait autre chose. Pas exactement de la peur. Pas vraiment du chagrin. Quelque chose de plus discret. Du calcul, peut-être. Bien sûr, inspecteur. Miss Marple les regarda s'éloigner vers le salon, et son attention se porta de nouveau sur le chemin où le corps gisait. On le préparait déjà pour l'évacuation. L'agent étendit un petit drap pour recouvrir le corps exsangue. Miss Marple fronça les sourcils. Pas de sang. Ou très peu, malgré la blessure artérielle. Étrange. Mais les aiguilles à repriser fines, précises, si petites qu'elles pouvaient disparaître dans la main n'étaient pas l'outil habituel pour commettre un meurtre. À moins que l'on ait quelque chose de complètement différent en tête. Elle tourna à nouveau son visage vers les invités murmurant, toujours perdus dans leurs spéculations. Les premières théories avaient déjà germé comme des mauvaises herbes. Une dispute amoureuse. Un litige juridique. Une erreur d'identité. Chacun avait une pensée, un soupçon, une certitude. Miss Marple avait une autre question. Pourquoi utiliser une aiguille à repriser? Et plus important encore, qui parmi cette foule ordonnée savait exactement où le placer? Elle se remit à tricoter, sans toutefois faire une seule maille. Son esprit, cependant, avait déjà 3 longueurs d'avance. Le lendemain matin, le jardin de Whitstable House avait retrouvé un calme presque théâtral. Les chaises avaient été rassemblées et empilées. Les guirlandes avaient été retirées. Même les tasses à thé avaient été nettoyées et rangées dans le buffet de Venetia, comme si la fête n'avait jamais eu lieu et que Julian Allerton n'était jamais tombé sans vie dans le gravier. Mais bien sûr, le village de Saint-Maudouin n'avait pas oublié. Bien au contraire. Le meurtre s'était glissé dans les conversations comme le lait dans le thé. Attendu, remué souvent, impossible à extraire. Chaque commerçant, facteur et paroissien avait sa théorie, mais aucun ne parvenait à s'accorder sur un mobile, ni à choisir un suspect. Au Spindle et Spoon, le modeste salon de thé et lieu de bavardage du village, les conversations débordaient plus vite que la bouilloire. C'était un buveur secret, a affirmé Elsie Thorne, qui dirigeait la mercerie et parlait avec la certitude de quelqu'un qui avait un jour aperçu M. Allerton avec une bouteille de brandy dans sa mallette. L'alcool n'a jamais tué un homme par piqûre, répondit M. Benson, l'horloger à la retraite, sans lever les yeux de ses mots croisés. C'était peut-être une vengeance, suggéra Evie Sturgis, qui croyait passionnément qu'un meurtre était toujours une vengeance, quoi qu'en disent les journaux. À la table centrale, Miss Marple remuait tranquillement son thé, une tranche de citron flottant sereinement à la surface. En face d'elle était assise l'épouse du vicaire, Madame Partridge, dont le goût naturel pour l'ordre avait été complètement bouleversé par les événements de la veille. « On ne parle que de ça, Jane, soupira-t-elle, la voix crispée par l'inquiétude. Il y a des rumeurs, bien sûr, et la pauvre Venetia doit être en miettes. Maurice a insisté pour rester à la maison jusqu'à la fin des interrogatoires de l'inspecteur. La mère de Lily Robotham refuse de la quitter des yeux, et Édouard se comporte bizarrement. Talmont Raid. Les gens se comportent bizarrement en période de choc, murmura Miss Marple. Surtout les jeunes. Ils n'ont pas encore appris à vivre correctement leur deuil. Il leur va trop mal, comme un manteau emprunté. Madame Partridge cligna des yeux. C'est plutôt poétique. Ce n'est qu'une observation, ma chère, dit Miss Marple. Après tout, les gens sont comme des points de suture. On en tire un, et si on n'y prend pas garde, tout le motif se défait. Madame Partridge jeta un regard nerveux autour d'elle. Vous ne pensez pas que ça aurait pu être quelqu'un du coin, n'est-ce pas?
Quelqu'un du village? Miss Marple fixa un coin lointain du salon de thé où Lily et Édouard venaient d'entrer. Les yeux de la jeune fille étaient creusés par un manque de sommeil, et Édouard avait l'air rigide d'un homme essayant de porter le fardeau d'autrui en plus du sien. « Ma chère, dit-elle, c'est presque toujours le cas. Ce matin-là, l'inspecteur Craddock arpentait le salon de Whitstable House, carnet à la main, tandis que Venetia Whitstable faisait sa déposition officielle. Debout près de la cheminée, les bras croisés, elle se comportait comme une hôtesse en deuil à un rôle qu'elle jouait avec une retenue admirable. « Vous dites que M. Allerton est arrivé à la fête juste après 3 heures? » « Oui. Je l'ai vu avec Lily Robotham et Edward Lynch peu après la fin des discours. Il a dit qu'il avait besoin de me parler en privé, mais nous n'en avons jamais eu l'occasion. À peine une demi-heure plus tard, Lily l'a retrouvé mort. Est-ce qu'il avait l'air, en détresse? » Venetia haussa délicatement les épaules. Il était toujours un peu nerveux. « Ajay, j'ai supposé que c'était de la nervosité. Ou de la vanité. Julien n'aimait pas qu'on le fasse attendre. » Craddock griffonna quelque chose, puis leva les yeux. « Pardonnez-moi, madame, mais l'aiguille. C'est un choix tellement inhabituel. Argenté, fine, délibéré. Cela témoigne d'une certaine prévoyance. De savoir faire. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait avoir des raisons d'en vouloir à M. Allerton? Quelqu'un qui serait assez habile pour manier un tel outil? » Venetia hésita, sa mâchoire se serrant. « Je ne dirai pas de mal des morts, inspecteur. » Mais Julien n'était pas universellement admiré. Il pouvait être zélé, merchant. Il aimait avoir du pouvoir sur les gens, même sur des détails. Une lettre en retard par-ci, une clause manquante par-là. Il ne pardonnait jamais facilement et oubliait rarement une rancune. Craddock ferma lentement son carnet. « Et y a-t-il eu des frictions entre lui et votre cousin, M. Whitstable ?» Elle croisa le regard de l'inspecteur avec une expression de résignation amusée. Maurice et Julien étaient courtois. Rien de plus. Ils étaient d'accord sur les affaires, mais en désaccord sur presque tout le reste. Il faudra demander à Maurice ce qu'il a pensé des méthodes de Julien. J'ai gardé mes distances. Maurice, dans la pièce voisine, fut effectivement interrogé. Il répondit avec une froide indifférence. Julien était compétent dans son travail. Impassible, mais précis. Pas le genre de personne qu'on inviterait à dîner. Malgré tout, il a respecté la légalité de la succession. C'est plus que ce que je peux dire de certains notaires. Vous vous êtes disputé récemment? Maurice ricana. On se disputait tout le temps. Il n'aimait pas mes suggestions pour le portfolio. Je n'appréciais pas son manque total d'imagination. Mais non, inspecteur, je ne l'ai pas tué, et je n'ai certainement pas d'aiguille à repriser. À l'extérieur de la maison, le jardin était redevenu silencieux. L'agent Grieg avait marqué le lieu du meurtre avec un piquet et un bout de ficelle. Les buissons plus loin avaient été passés au peigne fin à la recherche d'empreintes de pas ou de traces de lutte. Rien n'avait été retrouvé. Personne n'avait vu personne près du corps, à l'exception de Lily, venue chercher Julien après avoir remarqué sa disparition. Et ainsi, Craddock s'est retrouvé avec un homme mort et trop de possibilités. De retour au village, Miss Marple se rendit au modeste cottage des Robotham, un panier de biscuits au bras. Elle n'hésitait pas à profiter du réconfort des viennoiseries pour ouvrir des portes qui, autrement, resteraient closes. Lily répondit, le visage tiré et les doigts rouges à cause du frottement nerveux. « Oh, mademoiselle Marple, vous n'étiez pas obligée de... »« Je sais, ma chérie, je sais. Mais je passais juste par là, et je me suis dit qu'une petite douceur serait la bienvenue. » Lily s'écarta pour la laisser entrer. Le salon sentait le cirage à la lavande et une inquiétude à peine dissimulée. Madame Robotham était sortie, et Édouard faisait les 100 pas devant la fenêtre. « Je viens de dire à Lily, dit-il en se retournant, qu'elle ne devrait parler à personne sans l'avis d'un avocat. Même pas à vous, Miss Marple. C'est très gentil de votre part, dit Miss Marple en posant doucement le panier. Mais je ne suis pas la police, Édouard. Et je trouve que les gens se portent mieux lorsqu'on les écoute simplement plutôt qu'on les interroge. » Lily s'assit, les mains serrées. « Je ne l'ai pas tué, Miss Marple. Je vous crois, dit Miss Marple. Mais peu importe ce que je crois, n'est-ce pas? Dites-moi, de quoi voulait-il vous parler? » Lily hésita. C'était à propos du bail. Julien a dit qu'il pouvait nous aider à acheter le chalet, qu'il pouvait simplifier les démarches administratives. Édouard se tortilla, mal à l'aise, et il a demandé quelque chose en retour. Les yeux de Lily se remplirent de larmes.
Il a dit qu'il perdrait de l'argent s'il déposait sa plainte sans payer les frais d'avocat habituels. Qu'il méritait une faveur. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que je préférais m'en passer. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Miss Marple hocha lentement la tête. C'était donc un homme qui tenait les comptes. Lily cligna des yeux. Quoi? Rien, ma chérie. Juste une pensée passagère. Elle prit un petit biscuit dans le panier et le grignota pensivement. Je me demande, dit-elle au bout d'un moment, est-ce que tu fais tes propres réparations, Lily? Ou est-ce que ta mère le fait pour toi? Oh, si, dit Lily. Maman a les mains trop raides ces jours-ci. J'ai toujours un nécessaire près de la radio. Des boutons, des aiguilles, du fil. Pourquoi? Oh, sans raison, répondit gentiment Miss Marple. Je me demandais juste si le genre de fille qui garde les choses en ordre remarquerait quand quelque chose disparaît. En quittant le cottage des Robotham, le poids du mystère pesait de plus en plus lourd dans l'esprit de Miss Marple. Elle n'avait pas encore tout vu, mais les détails commençaient à apparaître. Un avocat aux secrets bien trop nombreux. Une famille aux motivations multiples. Et parmi eux, quelqu'un qui savait exactement comment tuer vite, précisément, et sans jamais élever la voix. Miss Marple ajusta son chapeau pour se protéger du vent qui se levait et se dirigea vers la pharmacie, où elle eut envie de parler à nouveau à Édouard. Pas de Lily, ni même de Julien. Mais il s'agit d'un type très particulier, d'aiguille à repriser en argent. Le genre qui ne se vend pas n'importe où. Le lendemain midi, l'inspecteur Craddock avait dressé une liste soigneusement ancrée dans un carnet relié en cuir de ce qu'il appelait ses probables. Il ne prononçait jamais le mot suspect à voix haute au village. Cela déstabilisait les gens. Probable sonnait comme des prévisions météorologiques, quelque chose qu'on pouvait anticiper et oublier facilement une fois le soleil revenu. Mais pour Craddock, le meurtre de Julian Allerton était trop prémédité pour être un hasard. L'utilisation d'une aiguille à repriser suggérait à elle seule une touche personnelle, peut-être même symbolique. Il devait commencer à affiner son champ d'investigation. Le probable le plus évident figurait en tête de liste, Maurice Whitstable. Cousin du défunt mari de Venetia, unique héritier du domaine de Whitstable si Venetia devait s'en sortir, et homme qui ne supportait pas le deuil en public. Maurice avait la réputation à Londres d'être un homme d'ambition discrète. Certains disaient qu'il avait une pratique douteuse dans le domaine immobilier, même si aucune accusation n'avait jamais été retenue. Il était charismatique, mais fragile, et Miss Marple avait remarqué, lors de la garde en partie, comment il avait serré la main de M. Allerton sans même le regarder. Craddock le convoqua à la bibliothèque pour un second interrogatoire. La lumière matinale filtrait à travers les hautes fenêtres, dessinant des lignes sur les étagères comme des barreaux de prison. « On m'a dit que tu restais à la maison » commença Craddock. Maurice hocha la tête, s'adossant à un fauteuil à oreilles, les jambes croisées. « Oui, Venetia me l'a demandé. Je crois qu'elle apprécie votre soutien. » « Bien sûr. Et ça permet de rester proche de l'enquête. » Maurice eut un léger sourire narquois. « Si vous insinuez que j'ai falsifié des preuves, inspecteur, vous feriez mieux de vous intéresser à Lily Robotham. C'est elle qui a découvert le corps. Ce genre de choc peut brouiller la mémoire d'une jeune fille. Je trouve les jeunes filles moins dérangeantes que les hommes ambitieux, dit Craddock sans sourire. Surtout celles qui ont un mobile. » Maurice haussa un sourcil. « Motif? Vous et M. Allerton n'étiez pas d'accord. » « Personne n'était d'accord avec Julien, » dit Maurice sèchement. Il était arrogant, manipulateur et obsédé par le contrôle. Mais il était efficace. Pourquoi tuer quelqu'un parce qu'il est irritant? Vous auriez peut-être pu trouver une meilleure utilisation du domaine de Whitstable sans qu'un avocat ne remette en question vos décisions. Maurice se tenait debout, brossant les peluches invisibles de son pantalon. Si vous cherchez un tueur, inspecteur, je vous suggère de chercher parmi ceux sur qui Julien exerçait un certain pouvoir, et non parmi ceux qui l'agaçaient simplement. Il y a une différence. Craddock ne répondit pas, mais lorsque Maurice partit, l'inspecteur ajouta une jolie étoile à côté de son nom. La suivante sur la liste était Lily Robotham. Lily, pâle et les traits tirés, mais déterminée, arriva à la gare accompagnée de sa mère. Ses mains tremblaient lorsqu'elle s'assit, mais sa voix, bien que calme, était claire. « Il voulait que je lui fasse une dette, dit-elle. Il m'a proposé de faire accepter le bail et de renoncer aux frais, mais seulement si je lui accordais de l'attention. Il ne l'a pas dit directement. Il a fait des sous-entendus. J'ai refusé. J'étais malade après. » Craddock fronça les sourcils. «
Tu l'as dit à quelqu'un d'autre? Lily baissa les yeux vers ses genoux. Edward. Il m'a dit d'oublier. De faire comme si Julian ne l'avait jamais dit. Vous avez vu Monsieur Allerton disparaître pendant la fête? Elle hocha la tête. Il a quitté la terrasse. J'ai cru qu'il essayait peut-être de me retrouver seul. Je suis allé dans l'autre sens, vers la haie. C'est là que je l'ai vu, par terre. Il m'a fallu une seconde pour comprendre. J'ai cru qu'il était tombé. Tu n'as pas touché le corps? Non, dit-elle rapidement. J'ai crié. Puis tout le monde est arrivé en courant. Craddock observa attentivement son visage. Tu couds toi-même? Oui. Pourquoi? Aucune raison, dit-il, même si ce n'était pas du tout le cas. Pendant ce temps, Miss Marple rendait une visite discrète à la pharmacie. Monsieur Charles Bickerton dirigeait la pharmacie du village depuis des décennies, et même si la plupart des ordonnances étaient aujourd'hui exécutées par son jeune assistant Edward Lynch, Monsieur Bickerton restait un précieux réservoir de connaissances pratiques et de douce grogne. Mademoiselle Marple, la salua-t-il chaleureusement. Encore du liniment pour vos doigts? Non, non, rien aujourd'hui. Juste une petite question, si vous me le permettez. Il fit un geste vers le comptoir arrière où un bol en argent rempli de bonbons dut reposer à côté d'une loupe. Posez vos questions. Je me demande, Monsieur Bickerton, dit-elle en baissant légèrement la voix, si vous avez par hasard des aiguilles à repriser en argent en stock, de très belles aiguilles. Pour les travaux délicats. Bickerton cligna des yeux, puis secoua la tête. Il n'y a pas de demande. De nos jours, les gens jettent leurs vêtements plutôt que de les raccommoder. Je me souviens cependant que nous en avions un lot, il y a quelques années. Des restes de l'ancienne mercerie de Madame Felton. Edward le sait peut-être. Edward? Demanda-t-elle d'un ton léger, mais curieux. Même, il en a pris quelques-unes pour les exposer, je crois. Il adore ranger notre étagère à bricolage. Il a dit qu'elles étaient trop belles pour être cachées dans des tiroirs. Pourquoi? Oh, je suivais juste un fil, dit Miss Marple joyeusement. De retour dans son salon ce soir-là, elle était assise près de la cheminée, une tasse de chocolat chaud refroidissant sur la table d'appoint. Son tricot, intact, reposait sur ses genoux. Les pièces se formaient. Pas encore le tableau complet, mais l'ébauche d'un projet délibéré, précis. Une arme aussi intime qu'une aiguille à repriser ne traduisait ni panique ni rage. Elle exprimait une intention, une connaissance de l'anatomie. Un certain confort face à la douleur. Elle repensa à Edward Lynch, silencieux, précis, amateur de présentations soignées et de bouteilles rangées par ordre alphabétique. Un homme d'ordre, mais pas forcément de paix. Elle n'avait pas encore écarté Lily non plus. Le désespoir avait des effets étranges, surtout après une trahison. Mais sa peur était trop vive, trop jeune. Pas encore assez profonde pour commettre un meurtre. Et Maurice, oh, il avait un mobile, sans aucun doute. Mais son arrogance était celle d'un homme qui présumait que d'autres feraient son sale boulot. Miss Marple s'appuya contre le dossier de sa chaise. Certains meurtres étaient rapides et bâclés. D'autres étaient exécutés avec le soin d'une aiguille, planifiés, enfilés et exécutés avec une symétrie parfaite. La question était, qui à Saint-Maudouin avait enfilé l'aiguille? Le lendemain matin arriva enveloppé d'une brume grise, de celle qui s'installait doucement sur les haies de Saint-Maudouin et rendait tout plus calme que d'habitude. Même les oiseaux bavardaient au minimum, comme conscients du meurtre qui planait encore sur le village, tel un nuage trop tenace pour passer. Miss Marple était assise à sa place habituelle près de la fenêtre du salon, sirotant un thé légèrement sucré et jetant un coup d'œil au jardin, où un rouge-gorge solitaire picotait le sol d'un air décidé. Elle sourit faiblement, puis reporta son attention sur l'objet posé sur la table devant elle. Une coupure de journal, froissée et usée sur les bords, qu'elle avait récupérée dans sa boîte à couture. Il ne s'agissait pas du meurtre en cours, bien sûr. Le journal local n'avait pas encore publié de compte rendu détaillé. Non, cette coupure de presse était plus ancienne, tirée d'un journal londonien près de 2 ans plus tôt. Le titre disait « Apprenti retrouvé mort dans une pharmacie de Mayfair, suspicion d'acte criminel ». Les détails étaient rares, mais une phrase avait attiré l'attention de Miss Marple la première fois qu'elle l'avait lue, et elle le renouvelait. Une aiguille chirurgicale a été découverte près du corps, mais la cause du décès reste incertaine. Elle replia la coupure et la glissa dans l'enveloppe à côté d'elle, puis se leva avec la détermination tranquille de quelqu'un qui avait vu un modèle là, où d'autres ne voyaient qu'une coïncidence. À 9h30, elle traversait la place du village.
La brume commençait à se lever et les maisons de pierre se dévoilaient, telles des appartements de théâtre. Sa destination n'était pas la pharmacie cette fois, ni la maison des Robotham, mais un lieu beaucoup moins fréquenté, le presbytère, et plus précisément, sa modeste bibliothèque. Le révérend Partridge, un homme doux avec une mauvaise vue et une profonde appréciation pour les brochures de l'Église d'Angleterre, était plus que ravi de la voir. Mademoiselle Marple, un plaisir, comme toujours. Puis-je vous offrir un crimpet? Madame Partridge en a préparé une fournée avant de partir rendre visite à sa sœur à Woking. Comme c'est gentil, dit Miss Marple en retirant ses gants. Mais je ne resterai pas longtemps. Je me demandais si je pouvais jeter un œil au registre paroissial. Le vicaire pencha la tête, perplexe. Bien sûr. Mais puis-je vous demander pourquoi? Miss Marple lui adressa un de ses doux sourires, celui qui désarme les soupçons aussi doucement qu'un enfant bordant un chaton dans son lit. Je constate que les liens entre les gens sont plus profonds qu'ils ne le laissent paraître. Et parfois, les registres paroissiaux révèlent des choses que même les ragots passent inaperçus. 10 minutes plus tard, elle se tenait près de la haute étagère où étaient rangés les lourds volumes reliés de cuir. Le révérend l'avait laissée seule, distraite par une distribution de recueils de cantiques. Miss Marple ouvrit le registre le plus récent et le feuilleta lentement, scrutant nom, date, annotation. C'était là. Lily Robotham, confirmation, 17 ans. Parrain, M. Charles Bickerton. C'était curieux. Non pas parce que Lily avait été confirmée comme la plupart des filles, mais parce que c'était Charles Bickerton, le chimiste, qui l'avait parrainé. Un couple peu commun, à moins de connaître un lien plus profond que la simple convenance. Elle a fait glisser son doigt sur la page jusqu'au début de la même année. Edward Lynch, transfert de résidence. Paroisse précédente, St. Martin-in-Fields, Londres. Profession, assistant chimiste. Un autre lien, confirmé. Londres, chimiste. Et un transfert juste avant la mort inexpliquée à Mayfair, celui que Miss Marple avait découpé dans le journal. Elle ferma le livre et le remit soigneusement sur l'étagère. Plus tard dans la journée, à l'invitation de l'inspecteur Craddock, plusieurs des principaux protagonistes de l'affaire se réunirent à nouveau à Whitstable House, non pas pour une confrontation, mais pour des éclaircissements. Craddock avait décidé qu'il était temps de comparer leurs versions mises côte à côte. Miss Marple n'était pas officiellement invitée, bien sûr. Mais Venetia, reconnaissante du soutien discret et des observations curieuses de Miss Marple, s'assura qu'une place était dressée à côté d'elle, avec une théière de thé de Ceylan déjà en train d'infuser. Le groupe comprenait Venetia, Maurice, Lily, Edward, et à contre-cœur, Charles Bickerton. Le chimiste arriva vêtu d'un manteau démodé depuis plusieurs décennies et d'une humeur qui lui allait bien. Craddock a commencé simplement. J'aimerais demander à chacun d'entre vous de raconter où vous étiez pendant les 20 minutes précédant la découverte du corps de M. Allerton. Cela pourrait nous aider à identifier d'éventuelles incohérences. Lily parla la première, en tordant nerveusement un mouchoir. Je suis parti à la recherche de Julian. Je ne l'avais pas revu depuis les discours et j'avais peur qu'il essaie de me coincer à nouveau. C'est là que je l'ai retrouvé. Craddock hocha la tête. Et vous, Monsieur Lynch? Edward S. Eclaircit La Gorge. J'étais avec le colonel Chudleigh, on discutait de ses ordonnances. Il se portera garant de moi. Craddock se tourna vers Bickerton. Je m'apprêtais à partir, dit brusquement le chimiste. Je n'ai pas vu Julian du tout. Je suis parti peu après la découverte. Et vous, Monsieur Whitstable? Maurice Surratt Fablement. Boire du sherry et écouter Venetia discuter avec le révérend Partridge du choix des cantiques pour dimanche prochain. Pas vraiment criminel. Venetia toussa légèrement, mais ne désapprouva pas. Miss Marple remuait doucement. C'est très intéressant, dit-elle, plus pour elle-même que pour la salle. Tant de gens dans tant d'endroits, et pourtant, tous les chemins semblent se croiser près du sentier de haie, d'une manière ou d'une autre. Craddock lui lança un regard curieux. Mademoiselle Marple, croyez-vous que quelqu'un ment? Oh, les gens mentent toujours, inspecteur. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais je trouve que le plus inquiétant, c'est quand les gens omettent des choses non pas par malveillance, mais par la conviction bien humaine qu'une petite chose ne peut avoir d'importance. Et croyez-vous que quelque chose de petit a été oublié? Miss Marple Surratt. J'y ai toujours cru. Craddock se pencha en avant. Alors, qu'est-ce que nous aurions manqué, à ton avis? Une aiguille, répondit-elle calmement. Pas n'importe laquelle, mais une aiguille d'une marque spécifique.
Une fine aiguille à repriser en argent. Du genre qu'on vendait autrefois dans une mercerie depuis longtemps fermée. Bickerton bougea sur sa chaise. « Je ne vois pas vraiment ce que cela a à voir avec moi, » a-t-il déclaré. Miss Marple ne le regarda pas. Elle s'adressa plutôt à Craddock. « Je suis allé chez le pharmacien hier. Non pas pour me soigner, mais par curiosité. Il s'est avéré que M. Bickerton possédait un jeu d'aiguilles de la mercerie de Madame Felton. Mais il ne les a pas utilisées. Il les a transmises. » Édouard devint un peu plus pâle. « À l'assistant chimiste, dit doucement Miss Marple. Édouard, qui a aménagé le présentoir et qui, de l'avis général, maintient tout en ordre. » Les yeux de Craddock se plissèrent. « Monsieur Lynch, avez-vous déjà eu l'occasion de retirer une aiguille du stock du pharmacien ?» La voix d'Édouard était rauque. « Je n'en ai pris aucun pour faire du mal à qui que ce soit. »« Mais tu en as pris un, dit doucement Miss Marple. » Édouard ouvrit la bouche, puis la referma. « Ce n'est qu'une aiguille, marmonna-t-il. »« Oh, mais non, dit Miss Marple. Ce n'est jamais juste une aiguille. C'est un choix. Et c'est souvent le plus petit choix qui révèle la plus grande vérité. » Elle baissa les yeux vers sa tasse de thé. « Il n'y a plus qu'un meurtre ici. Il y a quelque chose sous la surface de vieilles blessures, de vieilles dettes. Je suggère, inspecteur, que nous examinions non seulement où chacun se trouvait cet après-midi-là, mais aussi où il était bien avant. Les gens ne changent pas tant que ça, vous savez. Ils s'installent simplement dans leurs habitudes. » Craddock s'assit en arrière, silencieux pendant un long moment. « Très bien, dit-il finalement. On creuse plus profondément. » Et tandis que la pièce commençait à s'agiter sous une nouvelle tension, Miss Marple sirotait son thé, les coins de sa bouche se soulevant très légèrement. Le fil avait été retrouvé. Il ne restait plus qu'à voir ce qui allait se passer. Ce soir-là, la pluie tombait en un silence constant sur Saint-Maudouin, une fine brume brouillant les contours des cheminées et des clôtures, adoucissant le village et lui donnant un aspect onirique. Les pavés brillaient sous les réverbères à gaz, et les rideaux étaient tirés tôt, comme si les habitants, perturbés par les événements récents, cherchaient à chasser l'atmosphère inquiétante d'incertitude qui planait comme la pluie elle-même, partout et nulle part. Au centre de tout cela, Whitstable House se dressait, impassible, face aux intempéries, le lierre accroché à ses murs comme des secrets qui refusaient de s'enfuir. À l'intérieur, l'air était sec et parfumé d'encaustique au citron. Venetia avait insisté pour allumer un feu dans le salon, même si la saison ne l'exigeait pas vraiment. Elle disait que c'était pour le confort. Maurice soupçonnait que c'était pour le contrôle. Miss Marple était assise dans un fauteuil près de la cheminée, son tricot posé sur ses genoux. Les aiguilles bougeaient de temps à autre, plus par rythme que par intention. Ses yeux bleus allaient de Maurice à Venetia, comme pour mesurer la distance qui les séparait. L'inspecteur Craddock avait pris l'habitude de la consulter, souvent pas officiellement, bien sûr, mais avec cette même curiosité polie qu'on réserve à un adversaire d'échecs qui semble toujours avoir un coup d'avance. Venetia marchait de long en large, tout en parlant, sa robe de soie murmurant sur le tapis. « Julien savait des choses, dit-elle brusquement. C'était son arme, pas l'aiguille. Il collectionnait le passé des gens comme d'autres collectionnent les timbres. Discrètement, en privé, mais toujours en gardant un œil sur leur valeur. » Maurice sirota son cognac. C'était un avocat. Bien sûr qu'il avait des informations. Pas seulement pour le travail, rétorqua Venetia. Des choses personnelles. Des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Miss Marple ne quitta pas son tricot des yeux. Comme Venetia hésita. Il était au courant pour le titre de propriété. Celui que j'avais signé il y a des années. C'était une erreur, j'étais jeune, naïf. J'ai renoncé à des droits sur une partie du domaine dont j'ignorais la valeur. Mais récemment, un promoteur a fait une offre. Et Julien a menacé de rendre l'acte original public si je ne lui donnais pas un pourcentage. Un sacré coup de chantage, dit Maurice d'un ton volontairement froid. Pourquoi n'as-tu pas appelé la police? Et admettre ma bêtise? Risquer un scandale? Tu sais comment ça se passe, Maurice? Il haussa les épaules. Je sais comment tu es. Tu as toujours plus peur des apparences que des conséquences. Venetia rougit et, pendant un instant, le silence crépita dans la pièce plus fort que le feu. Miss Marple le brisa doucement. « C'est triste, dit-elle, quand l'orgueil devient une prison. Surtout pour les femmes. On nous apprend à protéger notre réputation comme un trésor, même si cela nous coûte la paix. Venetia resta assise, vainque. Je ne l'ai pas tué, Jane. Je vous crois, ma chère, répondit Miss Marple. Mais quelqu'un l'a fait.
Et le chantage laisse une trace. En haut de la colline, à la pharmacie, Charles Bickerton se livrait à une confrontation plus calme. Edward Lynch se tenait au comptoir, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Tu ne me l'as jamais dit » dit Edward d'une voix basse et accusatrice. « Tu n'as jamais dit que tu le connaissais. » Bickerton soupira lourdement, retira ses lunettes et les essuya avec un chiffon effiloché. Il n'y avait rien à dire. Il travaillait dans le même magasin que moi. À Londres. Tu devais le savoir. Je le connaissais, admit Bickerton, mais je n'avais aucune raison de le mentionner. D'ailleurs, tu ne m'as jamais posé la question. La voix d'Edward se brisa. Il a fait tuer 7 apprentis. Tout le monde le savait. Il l'a accusé d'avoir donné la mauvaise ordonnance. Elle avait 17 ans. Sa vie était ruinée. Bickerton détourna le regard. « Et tu t'es enfui » dit Edward avec amertume. « Tu t'es enfui jusqu'à ce village endormi en faisant comme si de rien n'était. Je n'ai pas fui. J'ai déménagé. Discreetment. Après que l'enquête m'a blanchi. Mais pas Julian. Il t'a suivi, n'est-ce pas? Il l'a utilisé contre toi. » Bickerton ne dit rien. Edward s'approcha. « L'as-tu tué? » Le silence s'étendait de manière insupportable. « Je ne l'ai pas fait, » dit finalement Bickerton. « Mais je le voulais. » Edward expira longuement et lentement. « Moi aussi. » Plus tard dans la soirée, l'inspecteur Craddock examina ses notes au poste, la lampe de bureau projetant une lumière diffuse sur ses papiers. Il y avait trop de demi-vérités, trop de motivations confuses. Les aveux de Venetia avaient ouvert une porte, mais n'avaient pas réduit le champ des possibles. Au contraire, ils avaient aggravé la situation. Julian Allerton était un collectionneur de secrets. Maintenant, dans la mort, ses secrets se dévoilaient. Il se frotta les tempes et consulta le dernier rapport du bureau de la police scientifique. L'aiguille avait été nettoyée de toute trace d'empreinte digitale, ce qui incitait à la prudence. Mais surtout, l'angle et la profondeur de la blessure confirmaient ce que Miss Marple avait sous-entendu plus tôt. Ce n'était pas une attaque de rage fortuite. C'était clinique, précis, une frappe venant de quelqu'un qui savait exactement où la placer. Il a entouré 2 fois le mot précis et l'a souligné. Pendant ce temps, Miss Marple rendit une fois de plus visite au presbytère, non pas pour des archives, mais pour discuter. Madame Partridge, récemment revenue de Woking, lui servit le thé avec un enthousiasme qui pouvait à peine dissimuler sa curiosité. « Jane, demanda-t-elle, est-ce vrai ce que les gens disent? Que l'avocat faisait chanter Venetia. Et d'autres? Je n'accorde généralement pas de crédit à ce que disent les gens, répondit Miss Marple. Mais oui, il semble que M. Allerton était un homme qui accordait plus d'importance au secret qu'à l'amitié. Madame Partridge secoua la tête. Et un homme si calme, en plus. Toujours poli. Il m'a apporté des violettes pour la tombola de l'église au printemps dernier. Même les hommes polis commettent des actes cruels, dit doucement Miss Marple. Parfois, ils sont particulièrement polis. Tu crois que c'était la fille, Lily? Je pense que Lily a peur, dit Miss Marple. Et les gens effrayés ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Mais je ne crois pas qu'elle ait planifié un meurtre. Alors qui? Miss Marple prit une gorgée de thé. Je crois, dit-elle lentement, qu'on cherchait quelqu'un de fâché, quelqu'un de trahi. Mais peut-être devrions-nous plutôt chercher quelqu'un qui se sentait acculé. Madame Partridge cligna des yeux. Acculé? Par la vérité, par un secret qui ne voulait pas rester enfoui. Quand on coince quelqu'un comme ça, il arrive qu'il se déchaîne. Non pas par haine, mais par nécessité. Elle s'arrêta, regardant le feu. Et quand ils sont malins, ils choisissent une arme qui ne passera pas inaperçue. Un outil de femme. Un objet domestique. Le genre d'objet que personne ne remettrait en question dans un panier à couture. Ce soir-là, Miss Marple parcourut le long chemin du retour en passant par la place du village. La pluie avait cessé et un mince trait de lune flottait au-dessus des toits. Des lumières brillaient doucement derrière des rideaux de dentelle. Elle passa devant la vitrine de la pharmacie. Édouard se tenait à l'intérieur, réorganisant à nouveau le présentoir, ses mains gesticulant avec une précision calme. Elle l'observa un instant, remarquant la douceur avec laquelle il manipulait même les plus petits objets. Puis elle est passée à autre chose. Dans son cottage, elle remit son tricot dans le panier, intact. Son esprit bouillonnait. La confrontation approchait. Des secrets avaient été soulevés. Mais il n'était pas encore temps de tirer le fil final. Pas avant d'être sûr de savoir qui avait si parfaitement mis ce mensonge en place. Le lendemain matin,
les nuages se sont dissipés, révélant un ciel couleur de ruban bleu délavé. Et avec lui, l'humeur du village a légèrement changé. Les magasins ont rouvert avec plus de gaieté, la cloche de l'épicier a sonné plus fréquemment, et quelques villageois ont même osé évoquer le meurtre sur un ton qui trahissait non seulement l'inquiétude, mais aussi l'intrigue. L'horreur ne s'était pas estompée, mais elle s'était installée dans un monde familier, une histoire troublante, tissée dans la trame de la vie du village. Miss Marple se leva plus tôt que d'habitude, son sommeil ayant été interrompu par une pensée persistante. Quelque chose dans le comportement d'Edward Lynch la veille lui avait rappelé des souvenirs pas de lui en particulier, mais de la façon dont les gens se comportaient lorsqu'ils avaient trop organisé leur vie. Elle l'avait déjà vu. À Cheltenham, après ce malheureux incident avec le cousin Germain et le moulin à poivre en argent. Chez les gens qui aimaient l'ordre, les perturbations n'étaient pas seulement gênantes, elles étaient dangereuses. Elle enroula son châle autour de ses épaules et se dirigea vers le commissariat. Ce n'était pas loin, et Craddock, elle le savait, serait déjà au travail. Cet homme avait un sens du devoir remarquable et l'habitude d'arriver avant que son sergent ait fini d'ouvrir le poste. Effectivement, lorsqu'elle fut introduite dans son petit bureau bien rangé, il était penché sur un dossier, ses lunettes de lecture à mi-hauteur du nez. « Mademoiselle Marple, dit-il en se redressant. Je pensais justement à vous. Oh! Il désigna le dossier devant lui. J'ai reçu une lettre ce matin, d'un contact à Londres à qui j'avais demandé d'approfondir le dossier d'Edward Lynch. Je n'étais pas convaincu que nous ayons tout retourné. Et qu'ont-ils trouvé? Plus que je ne l'espérais, dit Craddock. Il s'avère que notre monsieur Lynch a quitté son poste dans un climat de confusion. L'apprenti chimiste de Mayfair est mort dans des circonstances mystérieuses, vous vous en souvenez? Miss Marple hocha la tête. Oui, c'était dans le journal. Eh bien, Lynch n'a pas été inculpé, mais la situation était trouble. Apparemment, il s'était intéressé à l'apprenti, une jeune fille de 17 ans. Elle est morte d'une erreur de dosage accidentelle, disait-on. Mais certains pensaient qu'Édouard avait manipulé l'ordonnance. Pourquoi n'a-t-on pas mené d'enquête plus approfondie? Manque de preuves. Et le chimiste, un homme âgé, a fermé boutique peu après. Il a disparu. Jusqu'à ce qu'il réapparaisse ici, bien sûr, sous les traits de notre propre monsieur Bickerton. Le visage de Miss Marple resta serein, bien que ses yeux se rétrécissent légèrement. Édouard avait donc raison de vouloir que ce passé reste enfoui. Et Julian Allerton avait la réputation de déterrer des choses qu'il valait mieux laisser de côté. Craddock hocha la tête d'un air sombre. C'est ce que je soupçonne. J'ai aussi appris autre chose, Julian a passé une semaine à Londres il y a 3 mois. Pendant ce temps, il s'est rendu aux archives et a parlé à un ancien agent de police impliqué dans l'affaire de l'apprenti. Il crut sight. Et s'il avait découvert le passé d'Édouard, dit Miss Marple, il l'aurait utilisé. Peut-être pas immédiatement. Julian était un homme qui conservait des choses pour avoir un effet de levier, pas pour obtenir justice. Elle marqua une pause, puis ajouta doucement. Mais quelqu'un savait qu'il l'avait découvert. Et quelqu'un agit avant que le secret ne soit à nouveau dévoilé. Craddock replia la lettre et se rassit. Nous avons un mobile. Une opportunité. Mais ce qui nous manque, ce sont les preuves. Miss Marple hocha la tête. Alors, peut-être est-il temps que quelqu'un pose le piège. Le rebondissement n'a pas tardé à se produire et il est survenu, comme c'est souvent le cas, alors que personne ne l'attendait. Cet après-midi-là, Lily Robotham a disparu. Madame Robotham est arrivée au poste de police dans un tourbillon de panique, les cheveux en bataille et son tablier encore humide d'eau de vaisselle. Elle est partie, inspecteur. Secrétaire. Je l'avais laissée se reposer à la maison. Elle était encore en robe de chambre. Mais quand je suis revenu du marché, elle avait disparu. Craddock se leva aussitôt. A-t-elle laissé un mot? Rien. La porte était déverrouillée. Ses bottes ont disparu. Elle a pris son manteau. L'inspecteur dépêcha immédiatement 2 agents, et la nouvelle se répandit rapidement. En moins d'1 heure, tout le village chuchotait à nouveau, et cette fois, la peur était de retour. Elle n'aurait pas pu faire ça, insistait Madame Harding à qui voulait l'entendre. C'est une enfant, pas une tueuse. La culpabilité pousse les gens à faire des choses étranges, murmura Miss Clegg. Elle n'est pas coupable, dit calmement Miss Marple, ayant entendu l'échange au Spindle et Spoon. Elle a peur. Et elle le fut. Plus tard dans la journée, alors que la lumière baissait et que les ombres s'étendaient sur la lande, Lily fut retrouvée intacte, non loin,
mais caché dans la tribune de l'orgue de l'église du village. C'est le vicaire qui la découvrit, frissonnante sous une bâche poussiéreuse, le visage strié de larmes et de poussière. Elle est saine et sauve, dit-il au policier arrivé quelques minutes plus tard. Mais elle est dans un état critique. De retour à la gare, enveloppée dans une couverture et tenant une tasse de cacao, Lily parla enfin. Il savait, murmura-t-elle. Julien, il savait tout. Que veux-tu dire, Lily? Demanda Cement Craddock. Il me l'a dit. Ce jour-là, à la fête. Il a dit qu'Édouard n'était pas celui qu'il semblait être. Qu'il venait de Londres et qu'il cachait quelque chose. Il n'a pas dit quoi exactement, mais il avait l'air content. Comme s'il avait gagné. Gagné quoi? Les yeux de Lily se remplirent de larmes. Moi, Miss Marple, qui était restée silencieuse, s'avança. Il a menacé d'utiliser le passé d'Édouard contre lui si vous n'acceptiez pas ses demandes. Lily hocha la tête. Il a dit que je perdrais Édouard. Que si j'en parlais à qui que ce soit, Édouard irait en prison. Que tout serait gâché. Miss Marple était assise à côté d'elle. Alors tu as fui, non pas par culpabilité, mais par peur. Parce que maintenant, c'est Édouard qui est sous les yeux. Et tu as peur de ce qu'il va faire. Lily commença à pleurer sérieusement. Je ne sais plus qui il est. Dehors, la pluie a recommencé, cette fois plus forte, tambourinant contre les vitres. Craddock se tenait dans le couloir, observant la jeune fille à travers la porte ouverte. Il n'aimait pas ça. Rien de tout cela ne lui plaisait. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais quelque chose refusait toujours de s'assembler. De retour à la pharmacie, Edward Lynch était assis seul dans l'arrière-boutique, les mains légèrement tachées d'iode. Il fixait la vitrine où se trouvait autrefois la dernière des aiguilles à repriser en argent, aujourd'hui disparue. Son regard était lointain, son esprit visiblement ailleurs. Miss Marple ne lui avait pas adressé la parole directement depuis la fête. Mais elle comptait le faire, et bientôt. Le piège dont elle avait parlé à Craddock était déjà en marche. Car dans un village comme Saint-Maudouin, on pouvait cacher des secrets pendant un temps. Mais les secrets, comme les aiguilles, avaient le don de transpercer le tissu au moment le plus inattendu. Et Miss Marple venait juste de remarquer que le fil commençait à s'effilocher. Le lendemain, l'aube était fraîche et calme, la pluie battante ayant nettoyé le village pendant la nuit. Les haies luisaient de gouttes d'eau, et l'air sentait la mousse et la pierre humide. Aux yeux des passants, Saint-Maudouin paraissait comme toujours, propre, sereine et tranquille. Mais pour ceux qui observaient attentivement, comme Miss Marple, les signes de tension étaient omniprésents. Regard trop long, porte trop entr'ouverte, pas trop rapide sur les pavés. À Whitstable House, Venetia restait calme, mais pâle. Elle avait reçu une lettre ce matin-là, non signée, glissée dans le tiroir de la cuisine avant l'aube. Miss Marple avait été convoquée peu après. Elle était maintenant assise dans la salle à manger ensoleillée, la lettre ouverte entre elles. Vous pensez que c'est fini. Ce n'est pas le cas. Il est mort, mais tout ce qu'il savait n'est pas mort avec lui. Dites la vérité avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Venetia passa un doigt sur les mots tapés. Encore du chantage? Demanda-t-elle, la voix tendue. Miss Marple examina la lettre sans la toucher. Peut-être. Ou quelqu'un faisant semblant de faire du chantage, espérant obtenir des aveux. Mais de qui? Miss Marple ne répondit pas. Elle se tourna vers la fenêtre et contempla l'allée de gravier au-delà de la roseraie, l'endroit même où Julian Allerton avait été retrouvé. On imagine souvent un meurtre comme un événement singulier. Un coup, un instant de folie. Mais il est généralement complexe, comme une broderie. Un motif qui a commencé bien avant que l'aiguille ne touche le tissu. Venetia ne dit rien, les mains jointes sur ses genoux. Je pense qu'il est temps de changer le patron, dit Miss Marple. Il est temps de retourner les coutures, juste assez pour voir quel fil était censé être caché. Plus tard dans la journée, elle s'est rendue chez le pharmacien. Edward Lynch leva les yeux de son registre lorsqu'elle entra, son expression neutre mais alerte. Mademoiselle Marple, dit-il poliment. Nous ne sommes pas encore ouverts cet après-midi. Oh, je n'en ai pas pour un instant, répondit-elle gentiment. J'ai juste besoin d'un petit truc, une crème antiseptique pour une ampoule. Mais en réalité, je suis venu pour discuter. Edward Serraidit. Je ne suis pas sûr d'être d'humeur à recevoir de la compagnie. Ni pour la confession, je suppose, répondit-elle d'un ton léger. Mais peut-être pour la vérité. Il ferma lentement le registre. Je n'ai rien à avouer. Non, dit Miss Marple. Vous avez fait un excellent travail en gardant tout à sa place. Très ordonné, très calme.
Ses yeux se posèrent sur le comptoir, où une rangée de bouteilles brillait sous la lumière. Mais je me demande, Monsieur Lynch, est-ce que ça vous épuise? Gardez les choses aussi propres? La vie ne suit pas les instructions comme les flacons de médicaments. L'homme d'Edward Sacera. Saviez-vous, poursuivit-elle doucement, qu'une simple ponction de l'artère carotide entraîne la mort en quelques secondes, mais que la pratiquer avec une aiguille fine et émoussée demande de la précision? Pas de force, remarquez. Pas de colère. Juste de la connaissance et du calme. Edward ne dit rien. Miss Marple s'avança légèrement. C'était trop net. L'angle, la profondeur, la façon dont l'aiguille a frappé juste au bon endroit sans percer la peau de plus d'une piqûre. Ce n'est pas le comportement d'une fille effrayée, ni d'une femme agissant sous l'emprise de la passion. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Il se détourna, occupant ses mains avec une boîte de bandages. Et quelqu'un, ajouta-t-elle doucement, qui aurait pu être accusé autrefois d'une erreur similaire. Une dose mal préparée. Une fille morte. Une carrière disparue. Un nom changé. Il s'est figé. Tu ne voulais pas la tuer, dit-elle. L'apprenti. Je le crois. Mais tu as fouillé. Et Julien l'a découvert. Et cette fois, il ne t'a pas seulement menacé. Il l'a dit à Lily. Édouard se tourna enfin, le visage blême. Il a dit qu'il nous ruinerait tous les deux. Que personne n'épouserait un homme avec un tel passé. Que Lily serait moquée, prise en pitié. Elle a pleuré quand il le lui a dit. Et il a juste souri. J'imagine qu'il pensait que tu allais t'effondrer. Mais non. Les épaules d'Édouard s'affaissèrent. Je n'avais pas prévu de le tuer. Vraiment. Mais je l'ai vu s'éloigner de la fête, vers la haie. Il m'a regardé comme s'il savait qu'il avait gagné. Et je l'ai suivi. Il s'assit lourdement derrière le comptoir. J'avais l'aiguille dans la poche de mon manteau. Je l'avais emportée quelques jours auparavant une seule fois, pour recoudre un bouton qui bougeait. Elle était là. Petite, pointue, facile à manquer. Miss Marple hocha la tête. Et vous l'avez utilisée. Il enfouit sa tête dans ses mains. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste que ça s'arrête. Elle resta silencieuse, le regardant, laissant le moment s'installer. Vous savez, dit-elle après une pause, la plupart des gens pensent qu'un meurtre requiert de la rage. Mais bien souvent, il requiert du contrôle. Suffisamment pour que le meurtre paraisse accidentel. Suffisamment pour qu'il disparaisse au fond d'un après-midi ensoleillé. Édouard leva les yeux, le regard vitreux. Que va-t-il se passer maintenant? Je pense, dit Miss Marple doucement, que cela dépend de ce que vous ferez ensuite. Elle le laissa assis là tandis que la cloche du magasin sonnait faiblement derrière elle. Dehors, l'air était frais, mais le vent tournait. Au poste de police, elle a trouvé Craddock en train de terminer un appel téléphonique. Eh bien, demanda-t-elle. Il viendra à toi, dit-elle. Il sait qu'il n'y a plus moyen de se cacher. Craddock se frotta le front. Tu avais raison. Encore une fois. Ce n'est jamais une question d'avoir raison, répondit-elle. Il suffit d'être attentif. Avant qu'elle ne puisse partir, il l'arrêta. Une question. Oui? Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre si longtemps pour le tester? Elle se retourna, les lèvres légèrement retroussées. Parce que le timing est important, inspecteur. On nie tout quand on se sent acculé. Mais quand on sent que le sol s'est dérobé sous nos pieds, quand on pense que tous les éléments soigneusement disposés commencent à s'écrouler, alors seulement on se révèle. Il hocha lentement la tête. Tu as compris son bluff. Je lui ai proposé une échappatoire, dit-elle. Non pas à la justice, mais au mensonge. Qu'il l'accepte? Eh bien, c'est le fil conducteur. Et sur ce, elle quitta la gare. Au crépuscule, Edward Lynch était arrivé, le visage pâle et silencieux, et avait demandé à parler à l'inspecteur. Il avait emporté l'aiguille, enveloppée dans un tissu, poli, intact depuis le meurtre. Je ne voulais pas le faire, dit-il simplement. Mais je l'ai fait. Tandis que Craddock recueillait les aveux, Miss Marple s'assit de nouveau dans son salon, le feu crépitant doucement derrière elle. Son tricot était enfin en mouvement. Le schéma, pensa-t-elle, devenait enfin clair. Et les derniers points étaient presque en place. Les aveux, lorsqu'ils arrivèrent, ne furent ni criés ni arrachés à Edward Lynch sous la contrainte. Ils furent prononcés dans le calme du bureau de l'inspecteur Craddock, sans autre public que l'homme lui-même, et sans autre effet théâtral que le léger tremblement des doigts d'Édouard tandis qu'il déballait l'aiguille à repriser et la posait délicatement sur le bureau, entre eux. Je l'ai porté pendant une semaine, dit Édouard d'une voix basse et rauque. Pas intentionnellement.
Du moins, pas au début. Craddock l'observait attentivement, le stylo posé juste au-dessus de la page de son carnet. Et pourtant vous l'avez utilisé, dit l'inspecteur. Édouard hocha la tête. Je l'ai fait. J'ai suivi Julien dans le jardin. Je n'avais pas prévu de le faire. Je l'ai vu quitter le groupe, j'ai vu son sourire, comme s'il avait déjà gagné. C'était comme si je n'étais même pas là. Comme si je n'étais rien. Ses doigts se crispèrent. Il a dit que Lily me quitterait. Qu'aucune fille convenable ne resterait avec un homme qui laissait mourir une fille sous sa surveillance. Il a dit que j'étais là uniquement parce que personne n'avait encore creusé assez profondément. Mais lui, si. Et tu croyais qu'il le lui dirait. Il l'avait déjà fait, murmura Édouard. Elle n'a pas dit grand-chose, mais je l'ai vu dans ses yeux. Le changement, la peur. Elle essayait de la cacher, mais Julien avait déjà commencé son travail. Et je ne pouvais pas le supporter. Je pensais que si je l'arrêtais, tout redeviendrait silencieux. Craddock prit une petite note, puis releva les yeux. Tu l'as frappé une fois. Directement au cou. Je ne savais pas que ça le tuerait si vite. J'ai cru qu'il crierait, qu'il tressaillirait. Mais il s'est juste effondré. Il a émis un petit son, comme un soupir. Et puis il a disparu. Edward de Glodit. J'ai paniqué. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne. J'ai retiré l'aiguille et je l'ai nettoyée avec ma manche. Puis je l'ai réinsérée, prudemment. Je ne sais pas pourquoi. Et pensais que ça compliquerait les choses. Craddock hocha la tête. C'est vrai. Édouard resta assis en silence après cela, comme si la confession avait vidé le reste de sa défiance. Miss Marple n'était pas revenue à la gare, bien qu'invitée. Elle était restée chez elle, attendant, comme toujours, que la situation retombe. C'est l'inspecteur Craddock qui est venu la voir. Il la trouva dans le jardin, agenouillée près de ses rosiers, une paire de gants usés et une petite truelle. Son chapeau était penché, et une trace de terre lui couvrait la joue. Elle ne se leva pas en l'entendant, levant simplement les yeux, comme si elle l'attendait d'un instant à l'autre. Il a avoué, dit Craddock, la regardant tapoter doucement le sol autour de la base d'un rosier en fleurs. Bien sûr qu'il l'a fait, dit-elle doucement. Le poids d'un secret est comme un caillou dans une chaussure. Tôt ou tard, il faut s'asseoir et le retirer. Craddock l'observa un instant. Tu n'en as jamais été certain, n'est-ce pas? Non, admit-elle, jusqu'à ce que je le voie dans la boutique, en train de ranger ses étagères. Il y avait quelque chose de spécial dans sa façon de gérer les choses, si soigneusement, si délibérément. Pas comme un homme effrayé ou furieux, mais comme quelqu'un en quête d'ordre. Un homme qui pense que si chaque chose est remise à sa place, le monde ne s'écroulera pas. Et quand est-ce arrivé? Il a essayé de maintenir le cap. Par le silence. Par la propreté. Mais un meurtre est rarement bien fait, même si on le met en place avec soin. Craddock hocha la tête, jetant un coup d'œil au parterre de fleurs qui les entourait. Et Lily? Elle est plus forte qu'elle ne le pense, dit Miss Marple. Et elle l'aimait. Je crois qu'elle lui pardonnera avec le temps. Mais je doute qu'elle reste. Les filles comme Lily veulent respirer, pas se lier à l'ombre. Et la Vénétie? Miss Marple sourit faiblement. Venetia a déjà repris ses déjeuners. Elle survivra. Elle n'a jamais vraiment pleuré Julien, seulement les ennuis qu'il lui a apportés. Les gens qui ont des domaines et une réputation développent des muscles solides quand il s'agit de survivre. Craddock glausa. Et Maurice? Il est encore en train de polir ses boutons de manchette, j'imagine. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Tu as toujours l'air de connaître les gens, dit Craddock. Miss Marple s'arrêta, regardant une coccinelle rampant le long de son gant. Il ne s'agit pas de connaître les gens, dit-elle. Il s'agit de connaître les modèles. Une tricoteuse commence à voir que même la plus petite maille perdue crée une ondulation sur l'ensemble de l'ouvrage. C'est pareil pour tout le monde. La plupart des meurtriers n'agissent pas par malveillance, mais par déstabilisation, par peur de se défaire. Craddock regarda vers la porte, où le village vert scintillait sous le soleil de milieu de matinée. Cela me choque encore, a-t-il admis. Qu'un homme comme Édouard calme, serviable, impeccable ait pu tuer. Miss Marple leva les yeux vers lui avec un regard calme et stable. Le mâle porte souvent des chaussures propres et dit « s'il vous plaît à table ». Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas le bruit qui vous indique que quelque chose ne va pas. C'est le silence, la précision, le besoin de faire en sorte que tout soit parfait. Elle se leva lentement, enlevant la saleté de sa jupe. J'ose dire que le village va respirer mieux maintenant. Craddock se tourna vers la route, ajustant son chapeau. Je vous laisse à votre jardin,
Miss Marple. Merci, inspecteur. Et si jamais vous avez besoin d'aide, j'ai toujours du thé frais à préparer. Il sourit et hocha la tête, puis descendit le chemin. Miss Marple resta un instant de plus, le regard tourné vers la haie fleurie. Elle était devenue sauvage depuis le printemps, indomptée, mais d'une certaine manière, plus belle grâce à elle. Elle pensa à Édouard et à son monde désespéré et rangé, à Julien et à ses sourires cruels, à Lily et à ses larmes, à la façon dont les gens essayaient de maintenir leur vie en place grâce au secret et au silence, alors qu'ils avaient vraiment besoin d'air, de lumière et d'un peu de vérité. Elle est retournée à son rosier et a taillé délicatement une fleur brunissante. Le jardin, comme le village, refleurirait. Mais elle gardait toujours ses ciseaux à proximité. Parce que les modèles avaient tendance à se répéter. Et Jane Marple n'a jamais cessé de surveiller la prochaine usure dans la couture. Une semaine plus tard, la paix, ou quelque chose de semblable, revint véritablement à Saint-Maudouin. Le village, comme toujours, avait repris son rythme. La cloche au-dessus de la boulangerie sonnait avec sa joie habituelle, le facteur hochait la tête en descendant Ivy Lane, et les enfants s'étaient remis à sauter à la corde devant l'école, comme si la mort n'avait jamais traversé leur jardin sur la pointe des pieds. Et pourtant, quelque chose dans l'air avait changé. On parlait encore de Julien Allerton, mais le ton avait changé. L'horreur avait cédé la place à la curiosité, et la curiosité s'était adoucie la fascination, peut-être, ou l'incrédulité. Qu'un homme comme Edward Lynch, si intègre et si doux, puisse porter en lui une telle noirceur était une idée qui restait en travers de la gorge de beaucoup. Au Spindley Spoon, les tables étaient à nouveau pleines, les gâteaux étaient frais et les potins coulaient aussi librement que la crème caillée. Ce sont toujours les plus discrets, déclara Madame Harding avec l'autorité de quelqu'un qui savait tout depuis toujours. On les regarde et on pense qu'ils ne feraient pas de mal à une mouche, et puis ils assassinent un avocat en plein jour. Madame Clegg renifla. Eh bien, Julien n'était pas un saint. Vous avez entendu ce que Venetia a dit, n'est-ce pas? Il avait de l'influence sur tout le monde. Il ne pouvait pas se retenir de se mêler des affaires des autres. Pourtant, murmura Evie Sturgis, le meurtre n'est pas la solution. Même si l'homme mérite une bonne secousse. Depuis sa table d'angle, Miss Marple écoutait sans interruption, sirotant son thé et faisant mine de feuilleter le bulletin paroissial. Elle ne commentait pas, n'émettait aucune théorie. Elle se laissait simplement submerger par le flot de discussion. Parce que c'était fait maintenant. Edward Lynch avait été discrètement emmené du village le lendemain de ses aveux. Ni menottes ni spectacle. L'inspecteur Craddock avait fait preuve de discrétion, le laissant marcher dignement de la pharmacie jusqu'à la voiture qui l'attendait. Lily n'était pas là. Elle était partie la veille au soir chez un cousin à Cirencester. Son retour était sujet à spéculation au village, mais Miss Marple en doutait. Certains liens, une fois effilochés, ne pouvaient plus être renoués. Miss Marple n'avait rendu visite à Charles Bickerton qu'une seule fois avant le départ d'Édouard. Elle trouva le vieux chimiste assis, raide comme un piquet, dans l'arrière-boutique, entouré de cartons non ouverts et du silence. C'était comme un fils, dit simplement Bickerton. Pas par le sang, bien sûr, mais dans le sens où c'était important. Il me rappelait moi-même, avant la guerre. Tout en ordre et en règle. Jusqu'à ce que le monde bascule. Miss Marple n'avait rien dit, elle avait simplement posé doucement une main sur son bras. J'aurais dû lui dire la vérité plus tôt, a-t-il ajouté. À propos de cette fille à Londres. À propos de ce qui s'est réellement passé. Je pensais le protéger. Je ne faisais que protéger ma propre honte. Les secrets protègent rarement, avait-elle répondu. Ils ne font que retarder l'inévitable. La pharmacie restait ouverte, mais plus calme. Aucun présentoir n'avait été remis en place et le comptoir du fond était à moitié vide. M. Bickerton semblait plus lent, plus épuisé, comme si le fardeau qu'il avait porté avait enfin fléchi ses épaules. À Whitstable House, Venetia fit preuve, comme toujours, d'une grande efficacité dans son retour aux convenances. La garde en partie avait été annulée pour le reste de la saison, mais les déjeuners reprirent. À la fin de la semaine, son agenda était à nouveau bien rempli. Elle parla peu de la mort de Julien, si ce n'est pour souligner, une ou deux fois, que c'était un homme compliqué et que parfois les complications se résolvent de manière inattendue. Maurice était rentré à Londres. Il était parti 2 jours après les funérailles sans faire d'histoire ni faire d'adieu particulier. Miss Marple le regarda monter dans le train avec un air vaguement intéressé. Les hommes comme Maurice retombaient toujours sur leurs pieds,
pensait-elle, même si souvent sur un terrain que d'autres avaient préparé pour eux. Les funérailles elles-mêmes avaient été modestes. Peu de personnes avaient pleuré. Encore moins s'étaient attardées. Même les paroles du vicaire au bord de la tombe avaient été mesurées, vagues dans leurs éloges. Il y avait, pensa Miss Marple, quelque chose de troublant dans l'absence de deuil. Un homme était mort, violemment et subitement, et pourtant personne ne s'en était vraiment souvenu. C'était en soi une tragédie. Quant à l'inspecteur Craddock, il resta 2 jours de plus avant de retourner à Mush Benham. Il s'arrêta au cottage de Miss Marple le matin de son départ, son manteau en bandoulière et le regard moins fatigué qu'une semaine auparavant. « Tu avais raison, dit-il en acceptant la tasse de thé qu'elle lui tendait. Seulement attentif, répondit-elle. Il jeta un coup d'œil au tricot dans son panier, un petit carré de laine bleu foncé à moitié fini. Retour à la couture. La couture est un grand réconfort après une affaire compliquée. Craddock sourit, puis devint plus sérieux. Je me demande souvent, dit-il, ce que vous voyez que le reste d'entre nous ne voit pas. Elle le regarda par-dessus sa tasse de thé. Je vois des gens, inspecteur. Et les gens, Dieu les bénisse, sont terriblement cohérents dans leurs incohérences. Nous aspirons tous aux mêmes choses. Être aimé, être en sécurité, être compris. Mais quand ces choses sont menacées, certains reculent, d'autres mentent, et très peu attaquent. Et Édouard voulait protéger quelque chose de fragile. Lily. Sa seconde chance. Sa place ici. Quand tout a commencé à se fissurer, il a fait la seule chose qui allait tout gâcher, parce qu'il croyait que c'était le seul moyen de la préserver. Elle posa sa tasse. La peur est une chose puissante. Plus puissante que la colère, plus dangereuse que la haine. C'est ce qui pousse un homme à utiliser une aiguille plutôt qu'un couteau. C'est ce qui pousse une femme à se taire alors qu'elle devrait parler. Craddock hocha lentement la tête. Vos idées me manqueront, Miss Marple. Tu reviendras, dit-elle avec un petit sourire. Il se trame toujours quelque chose dans les villages. Trop de thé, trop de secrets, et pas assez de bruit pour les couvrir. Ils se séparèrent chaleureusement et, en fin de matinée, il était parti. Miss Marple retourna dans son jardin. Les roses commençaient à faner, leurs pétales tombant comme des excuses murmurées. Cela ne la dérangeait pas. Elle aimait l'automne. Il était sincère. Tout s'estompait. Rien ne prétendait durer éternellement. Elle passa l'après-midi à réfléchir tranquillement, finissant son tricot, rangeant le salon et constatant avec satisfaction que ses bulbes de tulipes avaient poussé. Au crépuscule, la bouilloire sifflait à nouveau. Dehors, les cloches de l'église sonnaient faiblement. Quelque part, un chien aboyait. Et au-delà des collines, les derniers rayons du soleil coloraient le ciel d'argent. Au village, la vie continuait. Mais on n'oublierait jamais le jour où un homme fut assassiné avec une aiguille à repriser sous les rosiers. Et Miss Marple non plus. Non pas parce que c'était inhabituel, même si c'était le cas, mais parce que cela lui rappelait, comme dans tous les cas de ce genre, que sous chaque surface tranquille se cachait un enchevêtrement de fils humains. Noués, étirés, effilochés, mais toujours connectés. Et c'est cela, en fin de compte, qui comptait. Comment les gens ont été cousus ensemble. Et que s'est-il passé lorsque ces points se sont détachés?